Merci beaucoup au professeur Friedman et à Muriel Treff pour leur invitation. C'est toujours un plaisir de participer à leur congrès. Merci pour la présentation. Donc effectivement, j'ai eu cette chance récemment de pouvoir essayer d'entrer dans le cerveau de personnes qui ont des façons particulières d'utiliser leur cerveau. Donc dans le cerveau d'un comédien, d'un parfumeur, d'un musicien, d'un astronaute, d'une cuisinière de talent qui vous parlera demain, Perla. Et puis je suis rentrée dans le cerveau d'un optimiste parce que ça m'intéressait beaucoup de comprendre ce qui peut se passer dans notre cerveau quand on est optimiste ou quand au contraire on est pessimiste. Et c'est ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui. Donc j'aime bien cette citation de Churchill, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Ça résume un petit peu ce que les neurosciences pensent, puisque depuis quelques années, les neurosciences s'intéressent non pas uniquement aux processus cognitifs classiques, l'attention, la mémoire, le langage, mais se penchent aussi sur des états mentaux, comme justement le fait d'être optimiste. Et lorsque les neurosciences se sont attaquées à la question de l'optimisme, finalement, l'idée qui est ressortie, c'est que être optimiste n'est rien d'autre qu'un biais cognitif. Qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif ? En fait, c'est un moyen de penser les choses de manière assez rapide. C'est un moyen pour notre cerveau de prendre un point de vue, une perspective sur un sujet, sans pour autant, à chaque fois, analyser la totalité de la situation. Et donc, chez les optimistes, on aurait ce biais cognitif qui consisterait à penser que ce qui est à venir va être un chemin extrêmement facile à prendre, contrairement à ce que la réalité pourrait être, c'est-à-dire semée d'embûches. Et donc, finalement, ce biais cognitif consisterait à surestimer la possibilité de survenue d'événements positifs et à sous-estimer la possibilité d'événements négatifs. Et on serait donc biaisé d'un côté ou de l'autre. Et toute la question, c'est en fonction de quoi serait-on biaisé ? Alors la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce que l'optimisme est un trait déterminé génétiquement ? Donc, vous savez que quand on se pose la question de la génétique, le meilleur moyen d'y répondre, c'est d'étudier des jumeaux monozygotes. Et donc, c'est ce qu'ont fait certains auteurs. Ils ont étudié 428 paires de jumeaux. Et ils ont recherché chez eux, ils ont essayé de mesurer l'estime de soi et le sentiment d'avoir une vie épanouie. Ils se sont demandé, est-ce que c'est génétique ? Et est-ce que ce sont les mêmes gènes qui codent pour ça ? Et donc finalement, ils se sont rendus compte que l'optimisme n'est pas vraiment déterminé génétiquement et qu'il est plus dépendant des conditions environnementales, c'est-à-dire de ce qu'on vit, de nos expériences. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut s'entraîner à être optimiste quand on ne l'est pas, puisque c'est dépendant de nos expériences. Et là, pour moi, neuroscientifique, ça a été assez étonnant de découvrir qu'il y a des recherches très sérieuses qui ressembleraient, je dis bien ressemblerait, à du développement personnel, c'est-à-dire nous, chercheurs en neurosciences, quand on parle développement personnel, on est toujours un petit peu mitigé, mais là, pour le coup, ces chercheurs ont demandé à des sujets d'écrire 20 minutes par jour, 4 jours d'affilée, sur le pire, le meilleur, le pire et le meilleur de ce qu'ils pourraient vivre, ou un événement contrôle qui ne comportait pas de charge émotionnelle. Et ils ont mesuré l'humeur des participants avant et après ce mini-atelier d'écriture, et ils ont aussi collecté des données médicales. Et 3 semaines plus tard, ils ont fait des mesures sur le bien-être, et ils se sont rendus compte que le fait d'évoquer des souvenirs positifs, finalement, était lié à la sensation subjective de bien-être, c'est-à-dire que les participants, plus ils évoquent des souvenirs positifs, plus effectivement, 3 semaines plus tard, ils se sentent véritablement mieux. Alors, ça pourrait paraître anecdotique, mais à partir de là, il y a eu plein de recherches sur le rôle de l'évocation mentale. Et donc, qui dit évocation mentale dit à la fois imagerie mentale, mais à la fois mémoire. Et donc, les gens se sont demandé si finalement, la capacité à évoquer de manière riche des événements positifs n'était pas le secret de notre optimisme. Et
Je vous fais grâce de tout l'article, mais dans l'abstract, il souligne que plus les participants sont capables d'évoquer de manière riche, vive, animée, incarnée des souvenirs positifs, plus ils sont optimistes, plus ils ont la capacité finalement à avoir un sentiment de bien-être et de bonheur important. De la même manière, il y a eu d'autres recherches, donc vous voyez les années, donc ça c'est 2023, donc c'est des recherches vraiment de ces dernières années qui ont montré que lorsque des sujets écrivent sur un futur idyllique, le fait est que leur futur va être plus positif que ceux qui n'écrivent pas sur un futur rose, idyllique. Et donc, non seulement les sujets rapportent plus d'événements heureux après avoir écrit sur un futur potentiellement positif, mais là où ça va plus loin, c'est qu'il y a des effets positifs même sur le plan physique, sur le plan de la santé physique. Et là, on pourrait se dire quand même, ça va un petit peu loin, on pourrait douter de ces résultats, mais figurez-vous que ces recherches, elles ont été aussi intégrées finalement sur le plan plus psychiatrique. Et il y a cet article récent qui laisse penser que l'optimisme est déterminé par l'épaisseur corticale du cortex orbitofrontal, donc à l'avant de notre cerveau, dans le cortex frontal. Et donc la densité, le volume de matière grise prédirait l'optimisme, qui lui-même serait un facteur protecteur de l'anxiété. Et donc finalement, vous voyez, on n'est plus vraiment dans le développement personnel, on est plus dans la psychiatrie, et finalement la protection contre l'anxiété, elle serait médiée par l'optimisme qui lui-même serait sous l'effet du volume de matière grise dans notre cortex frontal. Et donc ça nous amène à parler des bases cérébrales de l'optimisme. Et donc, il y a eu des recherches récentes qui ont été faites. Alors, je vous ai mis pour le coup cette fois-ci aussi le paradigme, parce que c'est un paradigme amusant. En fait, on demande à des supporters de foot de prédire les résultats de leur équipe versus une autre équipe. Et on mesure leur degré d'optimisme pour leur équipe versus pour l'autre équipe. Et on enregistre, on mesure en même temps leur morphologie cérébrale, et on s'est rendu compte que le degré d'optimisme personnel était lié à certaines régions, là encore, qui sont dans notre cortex frontal, enfin, tout près dans le cortex singulaire, tout près du cortex frontal, qui déterminerait le degré d'optimisme. Et là, chose intéressante, les structures qui déterminent le degré d'optimisme personnel sont différentes des structures qui déterminent l'optimisme pour autrui. Et ça, c'est intéressant, cette distinction, parce qu'effectivement, vous avez dû vous en rendre compte, les gens qui sont optimistes pour eux ne le sont pas forcément pour autrui, et vice-versa, vous pouvez être très optimiste pour autrui, mais pas pour vous-même. Et donc, il y a une signature cérébrale de ces deux phénomènes. Et donc, pour aller plus loin, donc il y a eu des auteurs qui ont continué à chercher ce qui pourrait bien déterminer et l'optimisme et la sensation de bonheur, d'être heureux. Et là, on a deux structures qui sont extrêmement importantes pour notre sentiment de bonheur, qui sont logées dans notre cerveau, bien à l'abri, protégées, qui sont le putamen, que vous voyez ici en rose, et un tout petit noyau qui est en dessous, qui s'appelle le noyau accumbens. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Non. Attendez. Ça va être mieux avec le pointeur. Non, il ne pointe pas. C'est pas grave. Je pense que vous voyez ce petit noyau juste en dessous du putamen. Ce noyau accumbens, il est corrélé au sentiment de bonheur. C'est là que ça se passe, c'est là que ça s'active quand vous vous sentez heureux. Et donc, pour aller un petit peu plus loin, les chercheurs se sont intéressés sur différents réseaux qu'on a dans notre cerveau. Donc vous savez qu'aujourd'hui, certes, on raisonne encore en région cérébrale, mais on travaille beaucoup sur des réseaux. Les réseaux de l'attention, le circuit de la mémoire, le circuit de la récompense. Et on peut identifier comme ça 3 grands réseaux dans notre cerveau. Le réseau qu'on appelle de la pertinence, qui donne un sens à tout ce qu'on vit, qui analyse finement, c'est le réseau du jugement critique, etc. Le réseau du mode par défaut, je vais y revenir,
qui s'active dans votre cerveau quand vous ne lui demandez rien. C'est pour ça qu'il s'appelle par défaut. Donc quand vous laissez votre esprit vagabonder, quand vous ne faites rien, votre cerveau, lui, il travaille et il active un certain nombre de régions qu'on appelle le réseau par défaut. Et puis on a un autre réseau qui s'appelle le réseau exécutif, qui est celui qui va prendre des décisions. D'accord ? Et juste pour que vous compreniez bien, au départ, on pensait que ce réseau exécutif central, c'était vraiment le cœur de la machine, c'était la partie de notre cerveau qui raisonnait, qui prenait des décisions, que c'était là la part vraiment la plus active de notre cerveau. Et puis on s'est rendu compte que lorsqu'on ne fait rien, notre cerveau, lui, travaille beaucoup. C'est quand on ne fait rien qu'il résout des problèmes, qu'il trouve des solutions, qu'il est créatif, qu'il fait des projets, qu'il met en relation des événements passés, des événements présents, des événements futurs. Donc ce réseau par défaut, c'est le réseau qu'on appelle du vagabondage mental, mais finalement on ne devrait plus l'appeler par défaut parce que c'est un réseau extrêmement important qui pourrait même être la signature de notre cerveau. C'est-à-dire ce que fait notre cerveau quand nous ne lui demandons rien, quand nous le laissons vagabonder, quand on s'ennuie, c'est sans doute l'essence même de notre activité cérébrale. Et ce que vous voyez en bleu là-haut, c'est que ce réseau par défaut, il active quasiment autant d'air que le réseau exécutif et dans des régions qui sont très proches. Et donc finalement, il n'y a pas autant de différence entre la situation où on est en train de résoudre un problème volontairement et celle où on laisse notre esprit vagabonder. Et donc ce que les chercheurs ont trouvé, c'est que chez les optimistes, il y a moins de connectivité donc, entre le réseau par défaut et le réseau exécutif. C'est-à-dire que ces deux réseaux sont moins reliés, sont plus indépendants, comme s'il y avait cette idée que les sujets peuvent, finalement, quand ils laissent leur esprit vagabonder, ils ne le contraignent pas, ils le laissent vraiment libre, et c'est cette liberté qui va permettre non seulement la créativité, mais la projection dans l'avenir et peut-être même l'optimisme. Donc, pour conclure, il y a une signature cérébrale de l'optimisme. L'optimisme est sans doute lié à un équilibre entre ce réseau par défaut, qui est notre réseau finalement le plus libre, le plus créatif dans notre cerveau, et le réseau exécutif, qui est sans doute celui qui est le plus contraint. On peut être optimiste pour soi et on peut être optimiste pour les autres, mais il y a une dissociation entre ces deux processus qui ne dépendent pas des mêmes régions dans le cerveau. Il y a des bénéfices à être optimiste. Donc non seulement il y a un bénéfice moral, mais vous l'avez vu, les recherches montrent qu'il y a un bénéfice même pour la santé physique et qu'on peut même finalement conditionner ce qui va nous arriver. Et c'est d'ailleurs ce que raconte François Saltiel, qui est le sujet optimiste que j'ai étudié pour mon livre. Il n'y a pas de déterminisme génétique unique. Par contre, il y a sans doute des phénomènes de plasticité cérébrale. Et donc, si vous vous entraînez, si vous êtes optimiste, si vous vous remémorez des événements optimistes, des événements positifs, vous entretenez votre optimisme et il y a sans doute moyen de doper dans votre cerveau ces régions-là. Je vous rappelle que là, vous avez une IRM de sujets adultes qui ont appris à jongler, qui n'avaient jamais jonglé. Et 3 mois après l'apprentissage, on voit des régions dans leur cerveau spécifiques à cet apprentissage qu'ils ont fait à l'âge adulte. Donc je vous rappelle que le cerveau est un organe extraordinairement plastique et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas apprendre à être optimiste. Et donc si jamais ça vous a intéressé, effectivement, dans le cerveau de 3 petits points, je suis rentrée dans le cerveau d'un optimiste et dans le cerveau de plein d'autres personnes fascinantes. Merci beaucoup.